Et oui, nous ne sommes pas Notre-Dame de Paris, on aurait pu l'être hier, hein, et aujourd'hui, mais on ira, je vous assure. Comme vous tous, vous irez. On va voir ce que ça donne. Mais voilà, on n'avait pas de place entre Trump et Zelensky. Et nous sommes à Liège. Nous sommes à Liège, en Belgique, avec quelqu'un qui a beaucoup fait parler de lui, mais pour la bonne cause. Il était lobbyiste, il a été radié, ou en tout cas empêché d'exercer. Pourquoi ? Parce qu'il s'est attaqué à une femme. Comment ? Sexiste, harcèlement, pas du tout. Une femme pas comme les autres. Son Excellence Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, et à ce titre, disons-le, reine d'Europe. Reine incontestée. Je ne dirais pas que c'est la Louise XIV européenne, mais c'est pratiquement, je dirais, une monarchie en tout cas assez absolue, sinon complètement absolue. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, Frédéric Baldan a écrit un livre passionnant, passionnant. Ursula Gates, qu'est-ce qui se passe entre la Commission européenne, les lobbies, les politiques, et ça va bien au-delà de l'Europe, et ça vous concerne tous. On va en parler longuement sur Tocsin avec Frédéric Baldan, et vous allez voir, accrochez vos ceintures, attachez-les bien, parce que ce que vous allez découvrir, c'est vraiment quelque chose qui nous concerne, non seulement qui nous concerne, mais vous allez voir que la toile d'araignée est immense. À tout de suite. Frédéric Baldan, bonjour. Bonjour. Alors vous, ça fait 2 ans maintenant, pratiquement 2 ans, que vous vous attaquez à quelque chose qui est passionnant. En lisant votre bouquin, je veux dire, moi qui suis ça, je suis, par métier, et par intérêt, et par vocation, les affaires européennes, et puis l'histoire d'Ursula, enfin ce qu'on appelle l'Ursula Gate, le SMS Gate, on va en parler, c'est devenu affaire courante, affaire publique depuis déjà quelques années. Mais vous êtes allé plus loin. Et à un moment donné, vous, lobbyiste belge, vous avez porté plainte par la voix d'un juge belge, un juge d'instruction. On va en parler de tout cela, mais auparavant, est-ce que vous-même, quand vous avez commencé cette action, qu'est-ce qui vous a motivé ? Vous êtes lobbyiste, vous occupiez, je rappelle, des relations entre la Chine et l'Union européenne, c'est bien ça. Donc vous étiez comme 50 000 lobbyistes à Bruxelles, faire votre métier. Qu'est-ce qui fait que vous avez quitté votre zone de confort ? Après tout, vous auriez pu continuer, tout en s'indignant, comme beaucoup d'autres, de ce qui se passe. Mais non, vous avez dit non, il faut que je m'engage là-dedans. Pourquoi ? Alors c'est un peu particulier, j'avais dans ma ville natale participé à des actions anticorruption quand les politiques locaux avaient vendu pour montant symbolique à des amis à eux, des enfants de politiciens, des immeubles publics. Donc c'était du patrimoine public architectural remarquable. C'était donc, votre ville natale ? Dans ma ville natale, la ville de Huy. Et là, donc, par exemple, on a vendu un immeuble qui s'appelait le Quadrilatère à 100 € qui faisait plusieurs milliers de mètres carrés en centre-ville. D'accord ? Donc vous comprenez maintenant. Donc ça m'a amené en fait à développer une expérience en matière de droits fondamentaux, de compréhension d'application de ces droits. Et vu que j'ai été embêté par ces politiciens, j'ai lu tous les articles du Code pénal qui traitaient des infractions imputables aux fonctionnaires et aux politiques. Parce qu'il l'avait vendu à des amis pour des clopinettes. Il le vendait au fils d'un politicien, sans expérience de l'immobilier, pour 100 €. D'accord. Donc c'est comme ça que je suis arrivé dans la matière d'anticorruption en action militante citoyenne. Et il s'est fait qu'après, je suis devenu lobbyiste. Et donc j'avais cette expérience, et quand je suis allé, un jour, vu que je m'occupais de l'aviation, j'ai vu un poster avec un cockpit, et c'était une conférence sur la sécurité aérienne, donc c'était la matière qui m'intéressait. J'y suis allé, et en fait c'était des syndicats de pilotes qui, aux côtés de Virginie Geron et Christine Anderson, à Strasbourg, parlaient des effets secondaires en vol, qu'ils observaient, donc des effets secondaires du vaccin. De leur vaccin. Enfin, on les contraignait par le pass à l'injection. C'était quand ça ? Alors, c'est 2022, je pense que c'est... Est-ce que c'est pendant l'été ? Je l'ai marqué quelque part dans le livre. Et donc, je prends connaissance à ce moment-là des effets secondaires dont les femmes témoignent, donc des problèmes menstruels et autres. Et je vois qu'en fait, les institutions empêche, et c'est une période spéciale, on nous empêche de parler à l'époque, et on a invisibilisé ces femmes, et ce qui les inquiète, parce que je vois essentiellement des femmes pilotes et des hôtesses, c'est pas uniquement leur personne. Elles disent, moi, j'ai le risque pour mon passager, on risque d'avoir des crashs aériens et de tuer nos passagers. Donc, dans l'impossibilité de faire son métier. Il faut imaginer que les hôtesses, elles sont là pour être pompiers, policiers, infirmières. Donc c'est des gens qui veillent sur notre sécurité, et on les empêchait, on les rendait responsables des choix des autres. Donc parce que les compagnies aériennes disaient gentiment, comme les institutions,
en dernier ressort, c'est le capitaine qui est responsable dans son avion. Et alors que lui n'avait pas les moyens de savoir. Donc quand j'ai entendu ces témoignages, je me suis dit, bon, maintenant je vais m'intéresser à la question. Et je suis allé, vous vous souvenez de la commission Covid du Parlement européen, donc c'était un ensemble de parlementaires qui faisaient une commission d'enquête sur Pfizer et les autres. Et cette commission d'enquête, en fait, voulait auditionner Albert Bourla. Albert Bourla ne s'est pas présenté. Je rappelle le PDG de Pfizer. Tout à fait. Donc il y avait encore à l'époque Michel Rivasi, il y avait Robert Rose, Virginie Joron et d'autres. Et donc en fait, ils ont interrogé tour à tour Janine Small, qui venait en remplacement d'Albert Bourla, donc Janine Small de Pfizer. Albert Bourla a refusé de se présenter. D'accord. Et donc en fait, Robert Rose, qui est plaignant avec nous au pénal maintenant, en fait, lui a posé qui est Robert Rose? Donc c'est le député hollandais, député européen, qui a quitté la politique en disant « je suis tellement dégoûté par ce milieu européen que je ne veux plus y retourner ». Donc il a refusé de recommencer à être eurodéputé. Et il fait dire à Janine Small pour la première fois, en fait, Pfizer n'a jamais testé son produit pour être anti-pandémique, donc pour bloquer les transmissions. Elle l'a dit, ça fait sensation quand elle l'a dit. Exactement. Publiquement, effectivement. Voilà. Et moi, je me trouvais là avec mon badge. Donc c'est mon badge d'accès et c'est suite à une conférence professionnelle que je suis arrivé là. Donc j'y suis dans le cadre de mes fonctions professionnelles. De lobbyiste, voilà. C'est ça. Oui. Et vu que je vois les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, je me dis, vu que je comprends bien la mécanique des droits fondamentaux, je sais que la violation par les États des droits fondamentaux des populations avec les passes, normalement ça fonctionne tant que c'est légitime, proportionné, strictement nécessaire. Mais qu'est-ce qu'on comprend quand Janine Small dit ça, et c'est dans les contrats, qu'en fait, depuis le début, les États et la Commission savent que le produit n'a pas cette efficacité. Mais ils ont dit le contraire. Oui, ni transmission, voilà, ça, ni contamination, vous protégez-vous, protégerez les autres, voilà. Toute une série de tous vaccinés, tous protégés. Exactement, etc. Et c'est le fruit d'une propagande qui a été inventée par les lobbies. Mais donc là, je me dis, ok, j'ai la preuve que des crimes... En Belgique, on a un article dans le Code pénal qui prévoit que des fonctionnaires qui violent vos droits fondamentaux, de manière arbitraire, et donc pas de manière proportionnée, légitime, en réalité, ils commettent une infraction pénale. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai écrit au Collège des procureurs généraux de Belgique en disant « Vous avez demandé de poursuivre les citoyens qui ne portaient pas leur masque, toute une série d'infractions qui n'en sont pas et qui étaient un peu du délire judiciaire. Et bien à partir de maintenant, je vous demande d'abord de vous présenter vos excuses à la population, mais aussi d'organiser les poursuites de ceux qui ont menti à la population. Parce qu'on a la preuve. Donc j'ai témoigné sur l'honneur auprès des procureurs généraux et ils n'ont pas voulu organiser les poursuites. Et donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai dit, si vous ne voulez pas organiser les poursuites, moi je suis victime de l'atteinte à mes droits fondamentaux, je vais chez un juge d'instruction, je me constitue partie civile. D'accord. Et donc c'est comme ça qu'en fait, de manière indéniable, au sens du droit européen, j'ai le statut de lanceur d'alerte, parce que dans le cadre de ma profession, au contact d'une institution, j'ai constaté qu'il y avait des crimes et délits. Je les ai d'abord rapportés à une entité extérieure, la justice, à 2 reprises, la justice belge, et puis je me suis donné à connaître. Et donc ça me met exactement dans le cadre où, normalement, la commission doit me garantir que je ne subis pas de représailles. Et ça, c'est dans le droit belge. C'est le droit belge plus le droit européen. C'est la Commission européenne qui a créé ce texte de protection des lanceurs d'alerte et qui a poussé les États à le mettre en œuvre. Et c'est la Commission elle-même qui a violé son propre texte. Alors, justement, donc vous êtes engagé, vous avez un juge d'instruction, ça fait donc plus de 2 ans maintenant. Non, on est à peu près 18 mois, je pense, de 18 mois. 18 mois de la plainte. Donc, et avec, alors évidemment, vous êtes tout de suite heurté à ce qu'on appelle le mur du silence. Enfin, une espèce de... Quand je dis mur du silence, comme par exemple, et vous le savez mieux que moi, Ursula von der Leyen avait été aussi convoquée au Parlement européen, elle n'est jamais venue. Enfin, je veux dire, dans le cadre de ça, Albert Bourla, le PDG de Pfizer non plus. Et puis, ils ont dit, mais... Et puis, je crois que c'est Stella Kyriakides qui a dit, mais Ursula von der Leyen n'a pas connaissance de cela, elle n'est pas... C'est-à-dire, c'est quoi ? C'est l'institution qui se protège en disant, attendez, de quoi vous parlez ? Circuler et rien à voir, quoi, c'est ça. Bon, de toute façon, ils disent à peu près tout et le contraire de tout. Donc, en fait, on sait bien moi, j'ai retrouvé une question parlementaire qui m'intéressait sur le plan judiciaire, qui était une question de Mathilde Androuet, que je l'ai jamais rencontrée. Une députée ? Une députée française. Voilà, j'ai même jamais vu sa photo, je pense, mais j'ai vu sa question parlementaire, où elle demande à la Commission, tiens, ben voilà, vous voulez négocier avec Pfizer. Pfizer a un très long passé en matière de marketing frauduleux, versement de commissions occultes, très grosse corruption, sanctions, des milliards. Tout à fait, et un nombre de condamnations record. Oui. Et donc elle demande à la Commission européenne quels sont les mécanismes que vous mettez en œuvre pour garantir que vous ne serez pas victime de ces pratiques à nouveau.
Et donc la commission répond, donc c'est Stella Kyriakides, oui. pour le compte de la Commission européenne, qui répond, mais nous avons mis en place un comité de pilotage et un comité d'experts. D'accord ? Et donc le comité qui négocie, plus celui qui évalue le produit. Et on ne met pas en place un mandat pour Ursula von der Leyen de négocier. Et en fait, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle contourne ce mécanisme mis en œuvre par sa propre commission pour éviter la corruption. Et c'est ça, cette négociation on dit SMS, mais ça peut très bien être par WhatsApp ou des messages sur Signal. Mais écoutez, moi j'ai reçu à plusieurs reprises Virginie Joron et paix à son âme Michel Rivasi, dont vous parlez beaucoup dans votre livre et à juste titre, qui ont effectivement, parmi d'autres aussi, Christine Anderson et d'autres, qui ont réagi. Ce qui est étonnant, et je voudrais avoir votre avis, parce que vous avez suivi ça, ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est qu'au départ, effectivement, ils ont demandé à avoir les contrats. Ouais. Et on dit, pas question, on ne va pas les contrats, etc. Ils ont été autorisés avec portable enlevé, etc. Les contrats étaient à moitié biffés. Vous connaissez l'histoire mieux que moi. Et que jusqu'ici... Alors, dites-moi et corrigez-moi si je me trompe. Est-ce qu'à l'heure actuelle, Frédéric Baldan, nous parlons de à Liège en Belgique, pas loin de Bruxelles, pas loin de Strasbourg. Est-ce qu'aujourd'hui, les contrats signés par la Commission européenne, en l'occurrence Ursula von der Leyen et Pfizer, pour ne parler que de ça, est-ce que quelqu'un les connaît dans son intégralité ? Alors, je peux vous dire, nous, on est soumis au secret de l'instruction, mais on peut vous dire que Pfizer n'est pas très content parce que avant l'audience qui a eu lieu hier, il ne voulait plus qu'on ait accès au dossier d'instruction. Pourquoi ? Parce que c'est un contrat. Donc, à quoi sert un contrat ? À aller devant la justice et se défendre pour faire valoir ce contrat. Donc, quand un État membre est plaignant, comme la Hongrie, la Pologne, face à Pfizer, ils disposent des contrats, donc pour assurer leur défense, ils peuvent les produire. Mais c'est un dossier d'instruction, enfin un dossier judiciaire. Il est protégé par le secret d'instruction. Pour le moment, il est toujours protégé. Mais par contre, il est mis à la disposition de l'ensemble des parties. Donc aujourd'hui, je vous dirais que votre droit à la transparence en droit administratif a été détruit, parce que vous ne pouvez pas consulter le document, ce qui est tout à fait anormal. Les censures sont abusives. Moi, je ne peux pas, par exemple, consulter le document. Je peux vous dire, je l'ai demandé à mon État, qui m'a dit que c'était la Commission européenne qui gérait ces règles de publicité. Alors ça m'étonne très fort, parce que c'est un droit constitutionnel, je demande la copie en possession de la Belgique. Dans le réel, je ne peux pas le voir, soyons clairs. Vous n'avez aucune façon, sauf aujourd'hui, en devenant victime. Donc, si vous constituez partie civile à une audience, par exemple, en fait, quand il y a une mise à disposition du dossier, les contrats, vous pouvez les voir. Et aujourd'hui, c'est d'autant plus choquant parce qu'on voit que Janine Small n'a pas menti. Grosso modo, on nous a dit qu'un produit était sûr et efficace. Moi, je ne vais pas faire de débat scientifique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire, est-ce que le contrat dit qu'il est sûr et efficace ? Oui, exactement. Et mon problème, c'est qu'en fait, aujourd'hui, ce que j'ai écrit dans mon livre, on sait très bien, il n'était ni sûr ni efficace, et il n'a pas été testé pour protéger ou être antipandémique. Et donc la question, c'est comment le politique a pu justifier sa propagande. Alors, nous, naïvement, on peut y croire, il n'y a pas de problème. Mais eux, ils le signent, ils le lisent, le contrat. Bien sûr. Et donc, ils agissent... En tout cas, les États l'ont fait. Exactement. Enfin, et donc, ils agissent de mauvaise foi. C'est démontré par les contrats aujourd'hui. Et donc, Pfizer n'a pas l'air très, très content qu'on ait obtenu ces contrats. Et je vais vous dire, ce qui est drôle, c'est que si éventuellement, dans la procédure dans laquelle on est aujourd'hui, on se faisait débouter ou qu'on était forclos, peu importe, en fait, ça mettrait fin à l'instruction. Mais si ça met fin à l'instruction, ça met fin au secret de l'instruction. Et donc, ça veut dire que le contrat, pour moi, aujourd'hui, je ne vous le donne pas parce qu'il est soumis au secret. Mais si la fin de l'instruction est faite, moi, si on me vire, je viendrai jusqu'à votre domicile vous donner une copie, même si ce n'est pas très joli et que ça embêtera Pfizer. Mais à partir de là, moi, j'ai plus de secret d'instruction. Et pour moi, ça démontre bien, c'est pas l'ensemble des preuves, mais en tout cas, c'est un élément qui montre qu'il y a quelque chose de malhonnête qui a été fait. Et vous n'auriez jamais dû avoir une version censurée. Normalement, je peux comprendre qu'un industriel dissimule, un peu comme Coca-Cola avec sa formule du Coca, dissimule un secret commercial qui... Non mais ça c'est autre chose. On est bien d'accord. Qui doit lui donner un avantage concurrentiel. Oui. Mais si je vous vends un produit en disant il est efficace et que vous écrivez qu'il ne l'est pas et qu'en fait je vous cache le fait qu'il ne le soit pas, ça s'appelle une escroquerie. Et que si j'écris qu'il ne l'est pas, non parce que quittons un moment donné le domaine judiciaire, je suis traité de complotiste. C'est-à-dire si je dis Pfizer, je parle pour moi, je ne suis pas du tout anti-vax, c'est pas le problème. Mais si je dis que Pfizer, attendez, j'ai des doutes, rappelez-vous l'extraordinaire campagne de complotistes, etc., anti-vax, si on n'est pas à la droite d'Adolf Hitler. Mais le problème aujourd'hui, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, et je voudrais arriver à ce...
aussi cet aspect, cette dimension essentielle de votre livre. D'ailleurs, c'est sous-titre de votre livre sur les lobbies. C'est-à-dire que ce que vous racontez, ce qui est passionnant, cette extraordinaire construction, c'est-à-dire que comment, attention, qui est de Bill Gates à effectivement au World Economic Forum, au Global Leaders et compagnie, c'est-à-dire que je voudrais qu'on parle de cette... Et pas seulement, c'est-à-dire, en fait, le Ursula Gates et l'histoire de Pfizer n'est que l'arbre qui cache cette extraordinaire forêt. Là, c'est un écosystème complet, quoi. Donc, c'est ça. Et qui échappe à la perception du commun des mortels. Alors, comment, expliquez la technique. Comment marche, comment fonctionne cet écosystème à travers ce qu'on a vécu avec le Pfizer Gate? Alors, ce qu'on peut expliquer d'un peu choquant, par exemple, c'est j'ai glissé une photo dans la couverture intérieure de ce livre où on voit, en fait, que la presse a massivement diffusé une photo d'Ursula von der Leyen avec un slogan derrière elle qui est « Science will win ». Oui. Donc la science va gagner. Et c'est intéressant parce qu'en fait, on a créé un biais cognitif dans la population. Voilà. Et Science will win. Voilà. Et je vous ai d'ailleurs montré une autre photo en première couverture avec la police qui se trouve chez Pfizer. Et si vous êtes attentif, vous allez voir un détail. Donc c'est une manifestation où les citoyens, en fait, viennent militer pour la défense de leurs droits fondamentaux. Moi, j'étais assez attaché à la police parce que j'ai un passé avec la police un peu particulier. Et donc, on nous a mis des barbelés, la police sur la propriété privée de Pfizer. Où ça? C'était à Bruxelles, au siège de Pfizer à Bruxelles, un dimanche. Donc, c'est quand les bureaux de Pfizer étaient vides. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc, vous avez des citoyens dont on viole les droits, les barbelés, la police, le bâtiment vide de Pfizer. Donc, c'est quand même, psychologiquement, c'est du Comme il y a eu des barbelés face au Parlement de Bruxelles. Et voilà. Et en fait, quand je prends cette photo à l'époque, je ne remarque pas, mais il y a le logo « Science will win » au-dessus de l'enseigne Pfizer. Et à l'époque, d'abord, je ne le remarque pas, mais en plus, je ne le connais pas. Et c'est seulement après qu'en fait, je me rends compte, si vous vous souvenez de comment a démarré la première guerre du Golfe, en fait, c'est une fille d'ambassadeur, l'ambassadeur du Koweït à Washington, qui effectue un faux témoignage en disant que l'armée irakienne a été dans des hôpitaux, a tué des bébés, les a jetés en dehors de couveuses. Et l'histoire nous a appris que c'est une supercherie, c'est faux. Cette fille a été entraînée par un lobby. Elle a été les filles de l'ambassadeur du Koweït. Oui, tout à fait. Elle était fille d'ambassadeur, mais elle a été entraînée pour mentir. Elle est entraînée par qui? Par Hillel Knowlton. Et on a d'ailleurs fait des documentaires sur eux en disant comment vendre une guerre. Alors, qui est Hillel Knowlton par rapport à notre affaire? Alors, Hillel Knowlton, c'est un cabinet de lobbying très connu, qui est sulfureux, qui a été payé par Pfizer pour promouvoir justement, faire croire que Pfizer était la science et transformer la science en une sorte de croyance religieuse. De sorte que si vous disiez le contraire de la propagande de Pfizer, vous alliez à l'encontre de la science, et à ce moment-là, vous étiez un hérétique. Et donc, c'est de là qu'est venu justement dire que vous êtes anti-science, obscurantiste. Et donc, il faut bien imaginer que ce cabinet s'est employé à justement faire des campagnes de propagande, du storytelling, qu'ils l'ont fait au travers de médias qui sont devenus des plateformes d'opérations. Ils ont fait leur narratif. Exactement. Alors, certains, je pense, ont relayé cette propagande sans même comprendre ce qu'ils faisaient. Mais aujourd'hui, il faut s'intéresser à ce qui a été fait. C'est-à-dire, le Science will win, tous les médias, quasiment, ont publié des photos d'Ursula von der Leyen à Puurs, où on voit ce slogan de campagne de Hillel Knowlton payé par Pfizer derrière Ursula von der Leyen. Donc ça veut dire qu'Ursula von der Leyen, en fait, elle participe à une activité de lobbying qui s'appelle une campagne de relations publiques. Donc ça sert à créer le consentement de la population dans l'intérêt financier de Pfizer et pas dans l'intérêt de l'Union européenne. Donc ça, c'est déjà très intéressant pour nous. Et donc, normalement, on devrait, vous les journalistes par exemple, vous devriez pouvoir aller dans le registre de transparence de l'Union européenne, regarder la date, le lieu, retrouver le rendez-vous de Madame von der Leyen. Donc vous devriez pouvoir voir que... Le rendez-vous, par exemple. Avec... que vous voyez là-bas, donc la photo de Madame von der Leyen, elle rejoint M. Albert Bourla à cet endroit, et elle est en contact probablement de Hillel Knowlton, parce que c'est eux qui sont les promoteurs de ce slogan, et qui organisent la campagne de communication. Et si vous allez dans ce registre, vous voyez que Pfizer n'a pas déclaré avoir payé Hillel Knowlton, vous voyez que Hillel Knowlton n'a pas déclaré Pfizer comme client, et vous voyez que Mme von der Leyen, qui a rencontré les autres, n'a pas déclaré ses rendez-vous au niveau de la Commission européenne. Vous voulez dire le silence total? Ah, c'est pire que ça. Ça veut dire qu'ils ont l'obligation de le faire. Et donc, quand ils font ça,
ils vont se soustraire à l'obligation de transparence. J'ai repéré, par exemple, dans la base de données, que le cabinet de Thierry Breton, qui n'est pas spécialement celui que je préfère, donc j'ai assez bien dénoncé le DSA. Notre Thierry Breton. Voilà, votre Thierry Breton. Qui a dit à Elon Musk va faire ce qu'on lui dit de faire. Voilà, et sinon, quand on voit la relation sulfureuse qu'il a avec NewsGuard et le fait qu'il ait aidé les lobbies de NewsGuard, bon, c'est pas mon préféré. Mais, dans le registre de transparence, moi, je peux retrouver les traces de Thierry Breton et son cabinet chez Pfizer à Purs. Mais pas celle d'Ursula von der Leyen. Ouais. Pourtant, je l'ai en photo. Elle est là, j'ai son communiqué officiel, et donc ça veut dire qu'elle s'est soustraite à l'obligation de transparence. Alors Frédéric Baldin, à un moment donné, vous avez un côté, et je voudrais que vous éclaircissiez, un côté voici égala. D'accord. Dans votre livre, vous dites, comme le suggère le vidéo de la cérémonie, vous savez, quand Albert Bourla reçoit son trophée, remis par Ursula von der Leyen, bien sûr, il s'embrasse, et vous dites ceci, Frédéric Baldin. Comme le suggère la vidéo de la cérémonie, il est un ami très proche avec lequel son Excellence, vous parlez d'Ursula, n'a pu se retenir d'avoir une proximité corporelle incompatible avec l'exigence d'indépendance. Qu'est-ce que c'est que cette proximité écoutez, corporelle ? C'est visible, c'est plus dur à évoquer à l'oral qu'en voyant les images. Si vous voyez ces images-là, mais je dirais que ce ne sont pas les seules. Ça veut dire que si on regarde des photos d'Ursula von der Leyen avec Jean-Claude Juncker et autres, il y a toujours une proximité. Vous savez, entre nous, il y a une distance physique avec une distance minimale qu'on ne va pas réduire. Bien sûr. Elle ne respecte pas cette distance visuellement. On le voit très bien. Avec beaucoup de gens, on le voit comme ça. Alors, on le voit, moi, je peux le montrer avec des photos avec Jean-Claude Juncker et d'autres. Et là, avec Albert Bourla, c'est particulièrement choquant. C'est-à-dire que le public s'en est ému aussi. Tout le monde a vu que dans cette cérémonie, il devrait... Elle, normalement, les traités prévoient qu'elle doit exercer ses fonctions en indépendance par rapport aux entités tierces. Donc elle doit défendre l'intérêt de l'Union, elle n'est pas là pour se promener avec ses copains, elle n'est pas là pour être copine avec les lobbies. Et donc ce qu'elle montre là, c'est qu'elle n'a aucune indépendance vis-à-vis de lui. Et c'est un problème, c'est-à-dire que sa mission, ce n'est pas ça. C'est pas d'aller faire une remise de Warts et féliciter Albert Bourla. Son boulot, c'est d'être indépendante et de faire la conduite des affaires européennes. Oui, c'est comme si un président de la République, soit français d'ailleurs, allait embrasser le PDG de McKinsey. Ça se fait pas. C'est un peu ça. Voilà. Mais alors justement, parlons puisque vous faites un portrait aussi dans votre livre très, très complet et très étonnant d'Ursula von der Leyen, parce qu'elle a eu, on ne va pas parler le détail, mais elle a eu quelques casseroles en Allemagne, où elle était ministre. Mais, si vous voulez, moi je suis assez étonné du fait que c'est la présidente de la Commission européenne. Oui. À la limite, il y a énormément de gens qui ne la connaissent pas, donc ils ne la reconnaissent pas en photo. C'est une première chose qui peut être surprenante. Et la deuxième, c'est que même ceux qui la connaissent de nom ne savent pas qui elle est. Donc c'est surprenant, c'est le plus haut fonctionnaire de l'Union européenne, et les médias nous en font pas vraiment le portrait. Alors les médias allemands, ils la connaissent parce qu'elle vient de là-bas, mais nous, on n'a pas investigué pour dire, mais en fait cette femme, elle a un passé sulfureux, elle a une fausse identité, les services de secret anglo-saxons l'ont exfiltrée d'Allemagne, lui ont donné cette fausse identité, ont fabriqué sa carrière, et donc c'est des choses où le commun des mortels n'est pas informé de ça. Et quand on voit ce qu'elle a fait en Allemagne, en fait elle a fait la même chose qu'ici, en plus petit. Donc en fait, elle a fait un scandale par SMS aussi. Avec des lobbies, avec des cabinets de conseil, mais qui reviennent, ça revient à dire que ce sont des lobbies. D'ailleurs, ils devraient être accrédités dans certains cas. Et on se rend compte qu'elle avait trouvé une astuce pour faire détruire son téléphone, en fait. Donc ses messages, en disant que son numéro avait fuité, elle était ministre de la Défense. Déjà à faire on de a SMS. été obligé. Donc elle arrive à Bruxelles, c'est un scandale toujours en cours. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle demande à obtenir un appartement à l'intérieur du Berlaymont. Donc le bâtiment de la Commission européenne. Alors, vous avez vu que Didier Reynders, je ne sais pas si ça vous est parvenu, mais il a été perquisitionné. Donc c'était notre commissaire européen à la justice, un Belge, et on a considéré que son immunité n'était pas personnelle mais fonctionnelle. Et donc, vu qu'il est sorti du cadre de ses fonctions dans une infraction présumée de blanchiment d'argent, dans une autre affaire, on l'a perquisitionné. Et en fait, aujourd'hui, Ursula von der Leyen, on ne sait pas la perquisitionner. Pourquoi ? Elle est toujours dans cet appartement au Berlaymont, à l'intérieur administrativement, elle y est. Administrativement, donc si la mais police, elle y habite, non ? Elle doit y rester sûrement de temps en temps, mais vu qu'elle voyage, il faut comprendre que c'est la vie en jet privé. Je suppose qu'elle ne doit pas y être très souvent. Mais c'est intéressant de voir que si la police voulait perquisitionner ce lieu, elle devrait pénétrer dans la Commission européenne et elle ne peut pas le faire. Et donc, moi, j'ai posé des questions récentes en disant quel est le cadre légal qui vous a permis de créer un appartement et de la domicilier à l'intérieur de la Commission ?
C'est un véritable problème, parce que ça montre bien que... Qui n'existait pas auparavant. Exact, ça n'a jamais existé avant. Et donc, jamais existé. C'est une demande de princesse. Hein, donc, voilà, son Excellence a voulu avoir son appartement dans le bâtiment. Un peu comme loger à la Maison Blanche, si vous voulez. Donc, et c'est intéressant de voir qu'au final, elle a prémédité le fait de pouvoir réitérer le mode opératoire des infractions allemandes à Bruxelles. Et elle s'est préparée à ça en créant un domicile qui ne peut pas être perquisitionné. Et on a vu qu'elle avait... Moi, j'ai par exemple participé au procès à la CJUE, donc le New York Times contre la Commission européenne. J'ai pu entendre tous les arguments de la Commission européenne. Et ce que j'en retiens, c'est que, grosso modo, ils admettent qu'Ursula von der Leyen a contourné le système officiel d'enregistrement de correspondance. Normalement, elle a une boîte mail professionnelle, elle a des appareils professionnels, et elle a choisi de trouver un canal qui n'est pas officiel pour parler avec Albert Bourla. Et donc, de ce fait-là, n'a pas enregistré ces messages. Très précisément, parce que vous le dites aussi dans votre livre, mais ces SMS, on est sûr qu'ils ont existé? Alors, c'est admis par la Commission européenne elle-même. C'est admis. Donc ça, il n'y a plus de problème. Donc, alors, la Commission, pour vous dire, quand elle se défend, elle dit d'abord, on n'a pas dit qu'ils existaient, mais on ne dit pas qu'ils n'existent pas. Oui, c'est magnifique. C'est magnifique. Et alors, ils ont dû prendre un avocat italien, parce que pour dire un truc comme ça, je précise que je suis italien aussi, donc pour ne froisser personne, mais à part un italien, personne ne peut mentir. On ne dit pas qu'ils existent. Exactement. Et à la fin, on est quand même obligé d'admettre qu'ils existent quand même. Mais alors, ils disent, on a cherché ces SMS, alors qu'on leur demande, mais vous avez cherché où et comment? Ah, mais ça, mon client ne me l'a pas dit. Donc, mais vous dites que ces SMS existent, en tout cas, il y a deux sources. Alors, c'est plutôt des e-messages, en fait. Parce que la Commission n'arrive pas à préciser si ce sont des SMS, des WhatsApp, des messages sur Signal qui auraient été effacés automatiquement. Oui, enfin, ça revient au même. On se comprend, on se comprend. Et elle ne veut pas préciser sur quel appareil elle a fait des recherches. Et c'est drôle, parce qu'elle nous dit au final, chacun est responsable de sa transparence. Nous, on n'a pas accès à son téléphone, son cabinet n'a pas accès à son téléphone, et si Mme von der Leyen avait considéré que c'était important, ces messages, elle les aurait enregistrés toute seule. Mais vous moquez du monde quand même. Hein. Donc, vous pouvez le dire comme ça. Et donc là, on voit bien qu'ils ont trouvé un mécanisme pour faire échapper la décision publique à l'enregistrement des actes administratifs. Et donc ça c'est un indicateur clair de corruption, prise illégale d'intérêt. Hein. Donc personne ne peut admettre qu'un décideur, que ce soit administratif ou politique, agisse de la sorte. Oui, alors ce qui est étonnant, c'est pour Frédéric Baldon, parce que maintenant on a un peu le recul, hein, ça fait 5 ans qu'elle est là. En tout cas, elle est arrivée en 2019, Ursula von der Leyen, elle est arrivée, alors il y a eu, vous vous rappelez de quelques oppositions, mais peu importe, elle prend le pouvoir. Et moi je voudrais qu'on explique un peu aux auditeurs, aux spectateurs de Tocsin, ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, comment décrire, parce qu'on voit très bien ce qui se passe, la puissance de la Commission européenne et de sa présidente. Parce que ça même, ce n'est pas du tout compris et intégré. On dit oui, on est pour l'Europe, contre l'Europe, c'est le Frexit, le ceci, le Bruxit et autres. Mais au fond, aujourd'hui, le mécanisme de cette puissance-là, avec tout ce qu'il y a autour, comment on peut le décrire? Alors je devais vous dire déjà que le citoyen, au quotidien, n'est pas vraiment représenté. Les lobbies, ils ont des représentants, ce sont des lobbyistes. Et donc, matériellement, dans la vie des députés, des commissaires, vous n'existez pas, vous n'êtes pas présent. Tandis que ces lobbyistes sont là... Oui, vous, peuple, vous, citoyens, voilà, etc. Et donc, on vous dit que vous êtes représenté par le député qui, lui, est entouré par la représentation minoritaire d'intérêts généralement financiers. Donc, on sait le voir autour d'Ursula von der Leyen. Donc, on peut voir qu'elle, c'est pire, elle fait partie de lobby. Donc on sait voir qu'elle était membre du World Economic Forum, que son mandat s'est vraiment chevauché avec celui qu'elle avait au World Economic Forum. Oui, vous montrez très bien, elle a été longuement avec... supprimés, voilà, des choses comme ça. Avec Klaus Schwab, enfin le World Economic Forum de Klaus Schwab et de Harari. Alors je montre aussi qu'elle a un intérêt au niveau de la conférence de sécurité de Munich. Donc en fait, ce sont des lobbies d'armement et des lobbies qu'on retrouve... Tout à fait. Voilà, mais alors, sa puissance, son pouvoir, son influence... Il faut se rendre compte que ces lobbies-là, c'est pas n'importe qui. C'est les lobbies de la défense, sont les lobbies de la tech, des data, et sont les lobbies pharmaceutiques. En matière de puissance financière... Qui sont tous là entourant la souveraine, on peut dire. À partir du moment où elle leur donne la possibilité de tout faire, donc par exemple de nos données de santé, ça devait être un secret médical, elle leur a permis de capter nos données de santé. Avec Bill Gates, c'est ça? Non. Moi, j'ai expliqué, en fait, c'était un fait marrant dans le livre, qu'un lobby m'a invité par accident. Donc un jour, je parlais avec un journaliste, on me dit « Mais pourquoi vous n'allez pas dans les réunions des lobbies pharma pour infiltrer, savoir ce qui se passe ?» C'est quand même assez simple à faire. Et je reçois à ce moment-là
une invitation d'un lobby qui m'a pris par erreur. J'étais dans le mauvais listing, bon soit. J'étais sur une autre thématique et il m'invite à une soirée, un événement pharmaceutique sur les données de santé essentiellement. Et donc je me rends à ce lobby et donc je me rends compte que ce qu'ils veulent faire, c'est créer un hub de données de santé européen pour capter toutes les données de santé, donc tous les dossiers médicaux, de tous les Européens. Et c'est très intéressant à voir. Parce de la totalité des 400 millions. Toutes les fois que vous êtes allé chez le médecin, ils veulent tous les rapports de santé, tout. Donc toutes vos données. Et c'est intéressant de voir que quelqu'un leur pose la question en disant oui, mais comment est-ce qu'on gérera l'accès aux données à caractère personnel? Et ils disent mais ça, c'est pas important pour le moment. Et oui, mais c'est quand même les données de santé de tout le monde. Oui, mais vous savez, c'est secondaire. Ce qu'il faut, c'est trouver les maladies orphelines en faisant du big data. Hein. Et donc, je me suis intéressé à ce lobby. Et puis, j'ai regardé, en fait, quand il a pris son origine, et j'ai retrouvé que Ursula von der Leyen a participé à leurs événements, qu'Olivier Véran y a participé aussi. Donc, quand je disais qu'ils ont essayé de voler nos données... Dans quelle année, là, que vous êtes invité, vous vous rappelez? Moi, je pense que c'est 2022. Ah oui, en plein Covid, enfin, en plein... 2022 ou 2021. Et je crois qu'ils ont démarré en 2020. Et donc, quand je regarde ce qui s'était passé avant que j'arrive, je retrouve Didier Reynders, Olivier Véran, Ursula von der Leyen, le conseiller de Madame von der Leyen, qui est aussi lobbyiste de la fondation Bill et Melinda Gates, que personne n'évoque en général, qui s'appelle Peter Piot. On commence à l'évoquer. Voilà. Et Madame Sandra Kalina. Peter Piot, le baron. Le baron belge Peter Piot, qui, je pense, a présenté Ursula von der Leyen à Albert Bourla. Donc voilà, on va bientôt le voir. Et donc, j'aime bien les témoins de mariage comme ça. Enfin, les marieurs. Exactement. C'est très bien. C'est le côté deux hachis de Monsieur le Baron. Mais dites-moi, justement, de ce point de vue-là, qu'est-ce qu'il y a là? Non, parce qu'on est revenu, c'est intéressant sur la mécanique. Donc vous dites, quelque part, au fond, les Européens, c'est second rôle. Ça n'a pas d'intégralité, si vous voulez. C'est que ils sont là théoriquement, mais on dit qu'ils sont représentés par les députés, donc en fait, ils n'ont plus le droit de parole. C'est le député qui est censé représenter la volonté des Européens. Et puis les députés ne font pas leur boulot, très franchement, la plupart. Alors l'essentiel ne fait pas son boulot. C'est clair. C'est pire que ça, c'est que normalement, ils doivent tous, même le Parlement européen, ils ont un règlement d'ordre intérieur qui dit il y a une charte des droits fondamentaux, vous devez la respecter. D'accord. Il y a un état de droit, il y a des traités, vous devez les respecter. C'est ce qu'on dit aux députés, enfin, c'est leur exactement. Charte. Oui. Et quand ils ont redésigné Ursula von der Leyen le 17 juillet, moi j'étais présent à Strasbourg, j'ai vu des députés toute la matinée, donc on ne peut pas dire qu'ils sont tous pourris, hein. Il y a quand même des gens qui ont véritablement... le second mandat, oui. Juste avant le second mandat, pour la reconduction qui n'est pas légale, en matinée, tout le monde a parlé de notre plainte pénale, on a parlé de toute une série de problèmes légaux de Mme von der Leyen qui s'opposent au fait qu'elle puisse même être candidate. Et les députés ont quand même, à 400 voix contre 300 à peu près, ont voté pour la reconduction illégale qui violait les traités. Donc ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, c'est l'institution qui est défaillante. Et ce n'est pas une question de gauche, de droite, On voit bien, Et je voudrais avoir votre sentiment à moi, quelque chose qui m'a encore plus choqué, si on peut le dire, mais vraiment, c'est quand même quand il y a eu cet amendement demandant la transparence des contrats. Oui. Qu'une majorité de députés européens qui sont censés nous représenter ont voté à la majorité contre la transparence des contrats. Et je vous laisse, il y a même un corollaire marrant qui est, ils ont voté. Vous savez, pour diviser les gens, on a créé des appellations différentes au pass. Vous, en France, c'est le pass sanitaire. Chez nous, en Belgique, c'est le CST. En Italie, c'est le Green Pass. Même chose, et tout ça, en fait, découle de la même chose, qui est une volonté des lobbies de mettre en place l'équivalent d'un crédit social chinois. Parce qu'on peut exploiter les données, contrôler la population, ce genre de choses. Donc c'est un peu un délire totalitaire. Hein, bon, c'est un peu excessif, mais soit. Non, mais et donc, je comprends. Qu'est-ce qu'on voit? On voit en fait, comment dire, un cadre européen poussé par Ursula von der Leyen qui va en fait maximiser la quantité de doses achetées et d'injections par la contrainte sociale. Ça s'appelle le EU Digital COVID Certificate. Et alors, je vous ai parlé tout à l'heure des droits fondamentaux, ils devaient veiller à ce que ce soit légitime, proportionné, strictement nécessaire. Et ils disent même, répondre aux principes des droits de l'Union, ne pas être discriminatoire. Hein, vous avez vu, ceux qui mangeaient assis, debout, ils pouvaient pas, il n'y a pas de discrimination là-dedans. Hein. Ça s'appelle l'hypothèse Castex, voilà. qui a expliqué que le virus volait à 1,50 m. Voilà. Mais donc, si vous voulez, pour pouvoir dire ça, pour le voter, normalement, ils auraient dû être éclairés par le contrat. Et donc, les députés se sont satisfaits de ne pas connaître le contrat, alors qu'ils avaient le droit, comme parlementaires, de l'obtenir. Oui. C'est ça qui est fou. Donc, ils ont renoncé à leur mandat de député. C'est ça, ils ont renoncé à leur droit de connaître l'intégralité du contrat. Et donc, s'ils l'avaient obtenu dans la main gauche,
ils ne pouvaient plus voter dans la main droite le pass. Parce que le pass était intégralement foutu en l'air au niveau de la légitimité et de la proportionnalité par le contrat qui disait que le produit n'avait pas l'efficacité qu'on lui prêtait. Et donc là, on a quand même une faute de l'institution et de tous ces parlementaires. Alors il y en a une minorité qui a quand même bataillé dur. Hein. Il y a Michel Rivasi, on l'a cité tout à l'heure, elle n'était pas la seule, il y en avait d'autres. Et c'était Virginie Joron, et puis c'était un peu transpartisan, c'est-à-dire qu'on avait des gens aussi bien de gauche que de droite qui étaient minoritaires dans leur groupe, mais qui ont quand même dit, nous, on est attachés à la démocratie et l'état de droit, donc on va contre nos groupes, le plus souvent, pour aller vers la transparence. Mais Frédéric Baldan, qu'est-ce que ça veut dire, alors un peu plus haut, qu'est-ce que ça veut dire des élections, de la représentation, etc. C'est la représentation, pardon, je vais à la base, citoyenne, n'est pas foutue d'exercer son métier, qui est cette transparence. Qu'est-ce qu'ils font? Enfin, à quoi ça sert? Vous savez, dans le livre, j'ai évoqué une expérience de sociologie qui est l'expérience des rats plongeurs. Donc c'est pour vous dire qu'en fait, les comportements sociaux, ils ne sont pas conditionnés par la génétique des gens. Il n'y a pas des gens qui sont fondamentalement mauvais. Il y a un système qui conditionne une partie de la population à être mauvaise. Et donc, en fait, on a un problème avec nos règles de fonctionnement. À être règles sociétales. Exactement. Donc, en fait, on a des règles qui peuvent favoriser la corruption, des règles qui peuvent minimiser la corruption. Et pour le moment, ce qu'on a, c'est qu'on a des règles ou des arrêts d'application de règles qui engendrent des comportements déviants qui portent préjudice à tout le monde. Donc en fait, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'ils peuvent agir de cette sorte-là? C'est parce qu'en fait, il y a une impunité. En fait, vous savez, on dit que les élites sont déconnectées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la prise de décision, elle est déconnectée des conséquences de la prise de décision. Moi, par exemple, je connaissais quelqu'un qui était conseiller politique d'un député du Parlement européen qui avait une position très importante, donc dans les chefs de groupe, et qui me disait... Peu importe la décision qu'on prend, ça n'a pas d'importance. On peut dire oui, non, ou ne pas la prendre, ça n'a aucune espèce d'importance. Alors pour eux, de leur point de vue, dans leur alors, ils servent à quoi? C'est vrai. Non, mais c'est vrai, parce que dans leur référentiel, il n'y a pas de conséquences. Mais vous les subissez. Et en fait, vous ne comprenez plus comment on prend la décision. Et donc en fait, la première chose qu'on doit faire pour arranger les choses, c'est de recoller les deux. C'est de dire maintenant, on va simplifier la prise de décision, on va la ramener plus proche de ceux qui, en fait, subissent les conséquences. Et c'est la seule façon de soigner le système. C'est pas responsabiliser, Frédéric Baldan. Donc c'est sortir de l'impunité, en fait. C'est de redevenir responsable. Voilà. Et donc, si vous voulez, c'est pas vraiment une question d'individus à proprement parler. C'est le système qui rend ces gens irresponsables. C'est véritablement le problème. Et donc, en fait, on peut voter pour un parti, pour un autre, faire une tournante. Tant qu'on ne règle pas ce problème d'intégrité, de responsabilité par des changements de fonctionnement de système, on va tourner en rond. Hein. Mais alors, énormément de problèmes se posent. Vous parlez des portes tournantes, les fameuses revolving doors, où quelqu'un qui est dans le privé va dans le public, ou quelqu'un dans le public va dans le privé, eh bien, je vais te payer très bien pour que tu nous dises comment ça marche à l'intérieur de la machine, mais dans notre propre intérêt. Bon, ça devrait être de la corruption déguisée, normalement. Oui, et c'est le capitalisme de connivence. D'ailleurs, c'est très intéressant aussi dans votre livre. On le sait, mais vous l'avez très bien montré. C'est que, en fait, le capitalisme de connivence s'allie avec le crédit social à la chinoise. Oui, ça vous amène à une forme de servage en disant, en fait, vu que vos droits fondamentaux sont un obstacle, et qu'on les supprime, on va aussi supprimer votre droit de propriété. Parce qu'en fait, au final, vous n'avez pas besoin de posséder ce que vous possédez. Donc c'est l'idée, par exemple, des monnaies numériques de banque centrale, c'est de dire qu'au final, vous n'avez plus de l'argent, parce que quand vous avez un billet en poche, vous le donnez à la personne qui est là-bas, ça vous appartient, vous lui donnez, il le prend, il accepte, c'est votre libre choix. Quand c'est de la monnaie digitale, en fait, c'est la Banque Centrale Européenne qui décide si oui ou non vous pouvez vous servir de votre argent. Donc c'est plus de l'argent, c'est une autorisation de débit, c'est un ticket de rationnement. C'est abstrait contre abstrait, après Et donc c'est un délire d'ultra riches, des géants de la tech, de croire qu'on va conditionner les populations. Ça va juste créer des drames sociaux et des révoltes. Hein, ce qui est extraordinaire, enfin je veux dire, c'est anecdotique, mais pas tellement que ça, ça rejoint le Parti communiste chinois dans sa splendeur. Quoi. Ah oui, c'est même marrant de voir que par moments, ils ont les mêmes éléments de propagande, les mêmes techniques. Alors les gens ne savent pas parce qu'ils ne regardent pas de deux côtés, mais vu que moi c'était mon champ d'expertise, j'ai pu repérer par moments que les campagnes de propagande étaient quasiment symétriques. Ah ouais. Alors ça peut, et même au niveau de l'agenda, des fois ça commence un peu en Chine, puis ça vient chez nous, mais ça s'explique par une volonté centralisée. Et cette volonté centralisée, on la retrouve à New York, à l'ONU, et donc c'est là que les nations s'entendent, sont nous aussi, hein, parce qu'en fait,
est-ce qu'au quotidien, on sait ce qui se passe là-bas? En fait, l'ONU, c'est le Parlement européen... de l'ensemble de l'élite mondiale. De la mondiale, vous le dites effectivement, la gouvernance mondiale et la gouvernance européenne, ça se passe et on voit très bien qu'en fait, par exemple, le crédit social, pour en parler, donc une des révélations que j'ai faites dans le livre, c'est que les gens sont convaincus que c'est une invention des Chinois qui est venue spontanément. Et donc, ils l'attribuent au président Xi aujourd'hui parce que le Conseil d'État chinois l'a mis en place à son arrivée. Et ça vient d'où? Et en fait, on voit, moi j'ai retrouvé dans la presse chinoise, en fait, les autorités chinoises remercient la fondation Bill et Melinda Gates d'être venus fédérer les géants de la tech en Chine en 2011, donc avant l'arrivée au pouvoir de Xi, pour leur contribution. Et ils ont pu, les géants de la tech, grâce à une alliance qu'on a appelée le Social Media for Social Good, mettre en place les bases de Bill Gates, de la fondation Bill et Melinda Gates. Qui est d'ailleurs la principale donation de l'OMS, l'une des principales de l'Organisation mondiale de la santé. Et d'ailleurs, on voit que dans les... Comment dire, le lobbying à l'ONU n'est pas aussi transparent, on va dire, que le lobbying à Bruxelles. Européen. Probablement parce qu'il faut le surveiller, celui de Bruxelles. Donc c'est intéressant qu'il soit plus transparent. La question, c'est qui peut le surveiller. Mais à l'ONU, on ne le sait pas très bien. Et en fait, on a des indicateurs indirects des lobbies majeurs. Donc en fait, ce qu'il faut regarder, c'est dans les plus grosses initiatives, est-ce qu'il y a des lobbies qui sont toujours les mêmes? On voit que, par exemple, la Fondation Bill et Melinda Gates, c'est un lobby prépondérant à l'ONU. Ah ouais, c'est clair. C'est pas les seuls, pour être honnête. Non, mais d'ailleurs, vous les citez. Et puis, remonter à les grands actionnaires, BlackRock, Vanguard et compagnie, qui jouent le jeu. Mais ce qui est en fait, c'est intéressant, c'est un théâtre d'ombre qui se produit en pleine lumière, mais où les ombres sont bien conservées. C'est-à-dire que les coulisses sont bien protégées, et puis on vous fait un bon numéro, comme ça, sous les feux de la rampe. En fait, ça tient à l'ignorance de la masse, de la structuration de ce système. Ça peut être transparent, mais noyé dans la masse, en fait, vous n'arriverez pas à interpréter les informations publiques. Elles sont trop nombreuses, elles sont trop compliquées. Et donc, c'était le but de ce livre, c'était de dire on va informer les gens pour leur donner les moyens de comprendre ce qui se passe autour d'eux. Frédéric Baldan, à la lecture de votre livre, il y a quelque chose qui apparaît, enfin, en tout cas, qui m'a apparu vraiment en filigrane, c'est que, George Orwell, s'il était là aujourd'hui, il écrirait votre livre. En tout cas, comment les mots ont changé de sens et comment les sens changent de mots. Et c'est encore une fois, c'est pas nouveau, tout ça, mais c'est une illustration formidable avec ce Parlement européen. Je rappelle, vous donnez les chiffres d'ailleurs, très intéressants. Et d'ailleurs, vous dites, et puis on le dit tous, l'Europe, on aime. L'Union européenne, c'est autre chose. L'Union européenne, ce n'est pas l'Europe. Et la carte n'est pas le territoire. Il ne faut jamais l'oublier, ça. 50 000 lobbyistes, 705 députés, 27 chefs d'État, à l'heure actuelle, 27 commissaires, etc. Mais dites-moi, je parlais à quelqu'un, je voudrais avoir votre... on parlait de, justement, Ursula von der Leyen étant le pouvoir d'Ursula. D'ailleurs, on a vu Emmanuel Macron, comme il l'a emmené en Chine, alors que les Chinois ne l'avaient pas invité. Il n'a pas amené cette fois-ci à Notre-Dame parce qu'il y avait des petits problèmes avec le Mercosur. Mais enfin bon, ça viendra, elle viendra prier. Mais je voudrais revenir à ça. Et quelqu'un me dit, et je parle d'un économiste brillant, et il me dit, oui, mais attendez, Ursula, mais non, elle n'est pas grand-chose. Je dis, quoi, elle n'est pas grand-chose? Regardez ce qui s'est passé justement avec Pfizer et tout le reste. Elle me dit, oui, mais attendez, si les chefs d'État et ministres veulent la dégommer, il dit, Ursula, vous n'êtes rien, vous allez dans votre niche. Et comment ça se fait que pendant tout ce monde, pendant tout ce temps-là, c'est quand même 4 ans, 5 ans, si on ne parle pas de l'Allemagne, comment ça se fait qu'aucun chef d'État, y compris effectivement la Pologne et la Hongrie qui sont désolidarisés, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas eu en disant, écoutez Ursula, vous exagérez un peu, allez maintenant vous allez vous calmer. Je peux vous donner l'exemple de la plainte pénale. On a 2 États membres à nos côtés, donc la Pologne et la Hongrie. Je ne gère pas en fait qui se constitue partie civile, mais on a la Hongrie et la Pologne avec nous. Mais ils sont constitués partie civile. Oui, ils sont toujours là, contrairement à ce que l'agence de lobbying qu'on appelle un média, qui s'appelle Politico, essayait de feindre en public, de dire qu'ils allaient se retirer. Ils ne se sont pas retirés, ils étaient présents hier. D'accord. Et les chefs d'État, d'abord, il faudrait qu'il y ait un consensus entre eux, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Il faut que tout le monde soit courageux en même temps. Et la norme, en général, ce n'est pas le courage. Donc voilà. On voit bien que normalement, elle doit défendre même l'intérêt collectif des États
Elle doit défendre l'intérêt de l'Union européenne. Et on se demande comment elle peut le faire en ayant 2 États membres qui portent plainte au pénal contre elle. Ça, c'est déjà une absurdité juridique assez étonnante. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que il y a l'impact de ces lobbies quand même dans la gouvernance. Il y a l'impact des puissances étrangères dans la gouvernance. Et donc, sont-ils vraiment libres ? Par exemple, les commissaires européens, on nous dit que théoriquement, ils pourraient demander sa suspension. Oui, sauf que dans les faits, elle est présidente, elle peut demander la démission de n'importe quel commissaire européen. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Le premier qui pensera à le faire, elle le révoquera. Et donc en fait, ce n'est pas même ils tiennent leur poste. Enfin, exactement, les textes ne sont pas prévus pour avoir un président de commission qui agit contre l'intérêt général. Donc si quelqu'un est corrompu, par exemple, à son poste, c'est extrêmement compliqué de le dégager. Et il faut encore, je ne sais pas si vous avez vu cette interview, moi ça m'a vraiment frappé à la reconduction d'Ursula von der Leyen. On a eu Jean Quatremer, qui est quand même pas un anti-Union européenne notoire, c'est plutôt l'inverse, qui nous dit... Oui, le journaliste qui passe sur LCI, je regarde très peu la télévision, mais celle-là m'a marqué. Et en fait, il nous dit, tout le monde la déteste, mais vu la crise avec les Russes, on voulait de la stabilité. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est de la stabilité dans la prise de contrôle de la décision publique. C'est ça que ça veut dire. Bien sûr, parce qu'elle est docile. Vous savez, c'est intéressant parce que même lui le reconnaît. Elle ne donne jamais une interview. En fait, elle ne s'exprime jamais en dehors d'aucun cadre. Donc ça veut dire qu'elle s'exprimera en public s'ils connaissent la personne qui lui pose des questions, si c'est connu à l'avance, si c'est bien encadré. Mais vraiment, Ursula von der Leyen elle-même, vous ne la voyez pas. Vous ne l'avez jamais vue au naturel. Non, vous demandez à faire son interview, vous ne l'aurez pas. Vous demandez un commentaire, vous ne l'aurez pas. Et donc en fait, on vit dans une virtualité de qui est Ursula von der Leyen. Et en fait, elle n'est jamais que la personne qui accepte de rencontrer les intérêts des groupes qui l'ont portée là où elle se trouve. Oui, en même temps, justement, et ça lui permet d'avoir du pouvoir. Regardez, par exemple, c'est elle qui a dit « Je ne veux plus de Thierry Breton, je veux Stéphane Séjourné », pour ne parler que des cueillistes français, quoi. Je veux dire, bon, et c'est... Elle a le sens du compromis, on va dire. Le sens du compromis et pays de l'instruction. Non, mais, et justement, alors moi, je voudrais qu'on parle un peu de cette... Vous en parlez un peu, ça fait partie, parce que, je veux dire, ce qui est frappant, avant, quand on parlait du social... Je l'ai même noté parce que ça m'a vraiment frappé. Quand on parlait du social avant, c'était le social, c'était de s'occuper de la population. Aujourd'hui, on parle de quoi ? L'ingénierie sociale, le crédit social, le contrôle social, et notamment se gouverner par le chaos, ce management par la peur. Est-ce que là, vous l'avez vu fonctionner quand même, et on voit fonctionner dans le cadre de la Commission européenne et autres. C'est clair qu'en fait, on est passé d'un modèle de démocratie, on va dire populaire, donc avec démocratie populaire, ça évoque l'Europe de l'Est. Ok, mais pas plutôt, vraiment, ça. On va dire qui est basé sur une volonté populaire, donc celle du peuple, à une démocratie institutionnelle. Donc ça veut dire que ce qui est recherché, c'est pas le consensus du peuple, c'est le consensus des institutions. D'ailleurs, nous, on était très frappés de voir que dans certains textes, on disait qu'il faut que ce soit dans l'intérêt de l'Union. Et nous, on avait posé la question en disant naïvement, mais qu'est-ce qui se passe quand l'intérêt de l'Union est antagoniste avec l'intérêt général ? Comment vous arbitrez ? Et on ne sait pas nous répondre à ça, donc c'est quelque chose d'assez amusant. Et on voit bien qu'il y a une espèce de mentalité ou d'idéologie qui a fait dévier cette institution hors de la recherche du bien commun. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a un rejet croissant, non pas de l'Europe, ça c'est là où on habite, mais des institutions européennes, parce que les gens voient bien qu'ils ne concourent plus à la recherche du bien commun. Ouais. Alors, c'est intéressant, je ne sais pas quel est votre mais ça va d'avoir votre ressenti de ça, vos sentiments, Frédéric Baldan, parce que ce qui m'a frappé, par exemple, dans les élections européennes des dernières, c'était récent, en tout cas au niveau français, c'est que vous aviez... parmi les plus ardents partisans du Frexit, et d'ailleurs je poserai la question après, parce qu'au bout du compte, est-ce qu'on n'arrive pas à ça ? Qui disait oui, mais alors je me présente aux élections européennes, tout ça sachant que je suis contre, il faut quitter l'Union européenne. Est-ce qu'à votre avis, regardant tout cela, votre avis de lobbyiste et de militants et de lanceurs d'alerte, est-ce qu'on peut fonctionner aujourd'hui ? Alors est-ce que les quelques personnes dont vous avez cité, enfin, la minorité agissante et résistante, on peut le dire, est-ce qu'elle a le poids où ça ne sert à rien d'être dans le Parlement européen ? Dans le Parlement européen, je dirais que... Alors de dire qu'ils ont une utilité nulle, ce serait faux. Donc par exemple, moi j'ai connu mon avocate grâce à un événement organisé par un député européen. Donc je ne l'aurais pas connu autrement. Donc de dire que c'est une utilité nulle,
C'est évident que ce n'est pas le cas, donc comme force de contestation, maintenant de dire que leur vote va servir à quelque chose, c'est évident, parce que la commission lui fixe son agenda, donc ils ne décident même pas de quoi ils vont parler. Oui, c'est l'agenda qui fixe la commission. Donc on voit bien que c'est un peu une farce démocratique. Mais bon, la question de savoir, est-ce qu'entre États membres européens, on a besoin d'un espace multilatéral de discussion, est-ce qu'on va... C'est justement ça, ne pas quitter l'Europe, parce que l'Europe c'est un territoire, on ne va pas se séparer de nos voisins. La France va rester à côté de l'Italie, peu importe ce qu'on décide de faire. Évidemment. Mais est-ce que la vraie question, c'est à l'intérieur du cadre d'aujourd'hui, comme il fonctionne, Commission européenne, Parlement européen, etc., est-ce qu'on voit très très bien ce qui se passe en ce moment ? Mais je dirais que la solution naïve de dire on va juste partir de là, c'est quand même laisser le problème en périphérie. C'est-à-dire que même si, si on ne s'attaque pas à démanteler ce pouvoir qui devient vraiment très menaçant, qui est la Commission européenne, même si vous partez, vous les Français et les Allemands le font, je ne préjuge pas de fait que ça a un intérêt ou pas d'intérêt. Mais vous allez rester avec comme voisin ce pouvoir menaçant et grandissant qui va continuer à vous créer des problèmes et vous menacer. Donc en fait, on a un intérêt commun à s'unir. Et quand vous regardez dans notre procédure, c'est intéressant parce que, en fait, nous, on est les Européens. On a des Italiens, on a des Français, on a des Allemands, des Autrichiens qui nous aident, des Belges, on a des gens de partout, et on s'unit tous ensemble dans notre diversité, ce qui est plutôt à l'origine de l'Union européenne dans les slogans. Et on fait quoi ? On s'oppose à une prise de pouvoir autoritaire et en fait à un dévoiement de ce qu'était l'idée initiale de l'Union européenne. En fait, il faut changer de constitution et de structure. Et de statut, en tout cas, cette commission est un problème. Dans les traités, il y a énormément de problèmes. Donc il y a des articles qui sont très clairement, à mon avis, incompatibles avec la démocratie. Et donc la question c'est, est-ce que l'Union européenne est la meilleure formule ou pas, ou est-ce qu'on peut en changer ? On aura besoin de s'entendre avec ses voisins. Voilà. Oui, peu importe comment on le fait. C'est clair, mais si c'est pour laisser les lobbies, les intérêts et comme dominer, je vois pas. En fait, c'est simple, c'est qu'on a eu une cassure pendant la période Covid. Ça veut dire que il y a un changement entre ce que vous pensez être l'Union européenne et ce que c'est réellement devenu aujourd'hui. Et en fait, il y a une dissonance cognitive pour les gens. Ils se croient encore dans la belle époque. L'Europe sympathique, donc personne s'intéresse aux institutions européennes, l'Europe c'est la paix, l'Europe c'est génial. Oui, mais Frédéric Baldan, de moins en moins, regardez, vous dites, il se sent, mais de plus en plus, regardez les agriculteurs, regardez un certain nombre de gens qui, à tort ou à raison, attribuent vraiment ce qui leur arrive. La politique agricole, ça vient pas de nulle part, donc les gens ne sont pas idiots, ça veut dire qu'il y a un moment où ces décisions déconnectées du réel, elles impactent la vie des gens. Alors, c'est très facile de prendre une décision irresponsable dans l'intérêt des lobbies à Bruxelles, mais tôt ou tard, ils vont devoir faire face au réel, qui est, ils irritent, ils énervent, ils pourrissent la vie d'un nombre grandissant de citoyens, donc ils n'œuvrent plus, comme je le disais, à la recherche du bien commun, et ça, tôt ou tard, c'est fait pour être explosif. Le réel frappe à la porte, comme on dit. Exactement, donc vraiment, pour moi, cette commission est vraiment problématique, et en plus, ils essaient de capter tous les pouvoirs des États membres et de mettre fin aux États membres. C'est un espèce de délire qui, en fait, il n'y aura pas d'adhésion populaire là-dessus. Donc ils courent à leur perte, quoi qu'ils fassent. Mais ça rejoint, alors justement, je voudrais qu'on parle de l'agenda 2030 et de l'agenda 2050. En fait, c'est là où je vous disais que votre livre, c'est pour ça que ça va plus loin que pour moi Ursula Gaines. Et ceci, c'est que vous tirez le fil de la pelote, et la pelote, quand elle apparaît, c'est quoi ? C'est que vous avez toute une théorie de genre, on le sait, c'est pas nouveau, ça on l'a décrit. Des gens qui veulent que plus de frontières, plus d'étalation, plus tout ça. On fait une bonne gouvernance mondiale et vous allez tous obéir dans cette gouvernance, le camp du bien, etc. Et donc, et ça se passe en Europe, mais ça se passe aussi ailleurs. En fait, c'est que les gens, je dirais même les journalistes ne s'attachent pas à expliquer à la population comment est gouverné le monde dans lequel ils vivent. Donc en fait, il y a des strates de gouvernance. Tout à fait. Donc on a la strate parfois provinciale, régionale, nationale, et il y a des strates supérieures à ça. Donc il y a l'Union européenne, mais ce n'est pas la dernière. Non. Donc après ça, on a les Nations unies, et donc au quotidien, qu'est-ce que les gens comprennent de l'activité journalière des Nations unies ? Pas grand-chose. Même des experts peuvent des fois comprendre un petit morceau, mais quelle est la direction qui est donnée ? Et alors en fait, on voit bien qu'il y a une politique de l'ONU qu'on déploie à l'échelle mondiale au travers des organisations internationales ou multilatérales comme l'Union européenne. Et donc,
les élites mondiales s'entendent à l'ONU et dans la périphérie de l'ONU, hein, donc tout ce qui est les petits groupes. De l'OMS à tel ou tel... Ouais, alors après, il y a des entités qui sont créées par thématique, comme l'OMS, le GIEC, pour atteindre des objectifs. Pour le climat, et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'ensemble de l'élite mondiale s'entend sur un objectif, d'accord? L'objectif qui est décrit aujourd'hui, c'est fonder un nouveau pacte social, d'accord? Donc en fait, c'est changer de modèle de société. Ce qui est intéressant, c'est que vous n'êtes pas associé à la prise de décision. Hein. Oui, donc nous, on a un pacte social qui est lié sur le respect des droits fondamentaux. Donc par exemple, vous avez le droit de dire ce que vous voulez, vous avez le droit d'avoir la propriété privée, et en fait, on voit qu'ils ont assorti l'agenda d'objectifs, ce qu'ils appellent le développement durable, qui finissent par en fait supprimer nos droits fondamentaux. On le voit sur la liberté d'expression. Tout à fait, donc ça devient le contrôle digital de votre parole. On en vient à dire, ok, je peux vous débancariser si je veux avec les monnaies numériques de banque centrale. Et donc là, on voit vraiment bien le basculement de modèle, mais on n'est pas sollicité pour ça. Et pour vous dire comme ça a un impact dans la vie des gens, mais qui ne le voient pas, si on lit attentivement, ce que j'ai relevé dans le livre, les documents de travail de la Commission européenne, ils disent la volonté d'implémenter les objectifs de développement durable de l'agenda de l'ONU est une volonté de notre présidente, Ursula von der Leyen. D'accord. Et nous allons veiller à l'implémentation de ces objectifs par les États membres. Et donc en fait, on les met dans différentes choses, les GOP, donc les grandes orientations politiques économiques. Et après, quand vous faites votre budget à l'État, ben on vous impose, je sais pas, des normes ridicules en matière environnementale. On vous pousse à polluer, mais on vous dira que c'est pour le bien. Il y a toute une série d'incohérences. Et donc, vous formatez la politique qui, au final, définira la vie des gens. Et donc, ce n'est pas une démocratie du bas vers le haut. C'est les agendas qui sont appliqués, les objectifs qu'on vous applique. En fait, c'est le haut vers le bas. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, d'après, parce que vous avez vraiment creusé la question, enfin creusé toutes ces questions, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que dans les pays adhérents à l'Union européenne, est-ce qu'on peut dire à peu près, même si c'est pas 80% des normes ou des lois qui s'appliquent viennent de l'Europe? Oui, ça, de l'Union européenne. Oui, de l'Union européenne. C'est assez évident quand même qu'aujourd'hui, la Commission a un rôle prépondérant. Elle est en train d'étendre ses compétences. On a le parfait exemple ici avec ce qu'ils appellent le parquet européen, qui est une entité qui émane en gros de la Commission européenne. Donc son informatique est gérée par la Commission, son budget est donné par la Commission. On essaye de nous faire croire que c'est un parquet indépendant. Parquet, la justice, vous voulez dire, enfin le parquet. Mais en fait, ce qu'ils essayent de faire, c'est donner à la Commission une mainmise sur la justice. Donc ils veulent la concentration des pouvoirs. Et c'est pour ça que ce parquet existe. Il n'a en fait aucun intérêt... par exemple, on va vous dire, oui, mais c'est pour les fraudes à la TVA transnationale. Mais les parquets nationaux, ils savent coopérer entre eux, ils l'ont toujours fait. Ils n'ont pas attendu le PPO pour gérer les fraudes à la TVA. Ou les carousels TVA, c'est vieux comme le monde. Et donc cette agence de l'Union européenne, qu'on appelle abusivement un parquet, veut juste vous déposséder du droit de déposer plainte, pouvoir arriver dans un pays et déposséder le parquet national des poursuites. Et ils veulent d'ailleurs étendre leur scope d'activité à la criminalité grave. Et donc ça permet justement de contrôler après les poursuites contre les réseaux mafieux. Et donc vous imaginez le pouvoir qu'on concentre, et c'est des pouvoirs au départ qui ne sont pas ceux qu'on veut mettre en commun, justement. Il y avait des choses au niveau économique, la libre circulation, on peut quand même comprendre que ça peut avoir un intérêt que je puisse aller de Belgique jusqu'en France sans être trop embêté. Bon, c'est pas non plus un impératif absolu. Qu'il y ait une frontière ou pas, c'est juste plus efficace sans frontière, j'ai pas de problème. Mais là, on voit qu'ils sont en train de s'attribuer des compétences qui sont celles des États membres, au point de les vider de leur substance, et ça devient problématique. Mais quand ça arrive, justement, vous avez vu la Cour, la fameuse le CEDH, hein, pour parler de la Cour européenne des droits de l'homme, on s'éloigne, mais on ne s'éloigne pas du tout, en fait, du sujet. Là, récemment, on a appris, enfin, ils ont dit que vous n'avez, par exemple, pour les questions d'OQTF, vous savez, obligation de quitter le territoire français, pour quelqu'un, un étranger, qui a commis vraiment... bon, on sait que c'est déjà très difficile, puisqu'il n'y a que 6% qui sont exécutés, mais c'est pas ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, vous avez interdiction par le département des droits de l'homme, enfin la Cour européenne, de renvoyer quelqu'un si on n'est pas sûr qu'il puisse rentrer quelques années plus tard. Mais ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un consensus institutionnel qui n'est plus un consensus populaire. Oui, c'est ça. Donc, Ils décident eux-mêmes arbitrairement. L'institution, alors peu importe, c'est un choix de société. Hein. Si les gens veulent le faire, c'est leur libre droit, c'est l'autodétermination. Mais en fait, de quel droit une organisation internationale ou multilatérale
majoritairement sous l'influence de lobby. Hein. C'est le cas, vraiment c'est très net pour la CEDH. Donc il y a des fondations qui sont données quand même sur la place publique. Maintenant on sait très bien qu'il y a des infiltrations assez fortes. On peut quand même citer un certain nom d'un certain Soros, par exemple. Il y a plusieurs fondations, dont celle de l'Open Society Foundation. Ouais. Et donc ça c'est un lobbying malsain, c'est très clair, c'est une capture de la décision publique. Et en fait, est-ce qu'on doit tolérer que ces lobbies continuent à s'arroger ce qui devrait être notre décision publique et qu'ils la privatisent par leur argent? Et on en est arrivé à un stade où ils sont trop riches. Donc moi, ça devient vraiment évident. Quand je vois les fondations et trusts qui sont intervenus pendant la crise Covid, comme le Wellcome Trust, comme le trust de la fondation Bill et Melinda Gates, on se demande à quoi rime. Le Wellcome Trust, c'est des milliards. Ce sont des dizaines de milliards à chaque fois. Et donc on se dit, mais... Et en plus, c'est pas vraiment qu'ils les gagnent. Les pouvoirs publics leur offrent notre argent pour qu'ils nous en fassent meilleur usage que nous. Donc en général, quand vous regardez, c'est ce que j'ai pu marquer à la fin de cette crise, c'est que c'est de la fausse philanthropie. Les trusts des fondations sont, aux sorties des crises, beaucoup plus riches qu'en y entrant. Oui, ça, et donc les gens ont une impression Charité bien ordonnée. Et voilà, c'était la phrase qu'on m'a fait mettre dedans, un spécialiste de la transparence qui me disait, mais Frédéric, quand je lui ai dit, je suis quand même un peu choqué par les chiffres, on a vérifié qu'un auditeur, donc on a vérifié plusieurs fois les bilans, on dit mais comment ils dépensent, mais c'est pire pour le Wellcome Trust, ils dépensent moins pendant la crise en activités charitables et ils augmentent leur patrimoine en sortie de crise. On ne peut pas m'expliquer que c'est des mécènes et des philanthropes. C'est des gens qui gagnent de l'argent à l'occasion de crise. Et donc c'est là qu'il me disait, n'oublie pas, charité bien ordonnée commence par soi-même. Et ils commencent par eux-mêmes, ça c'est très évident. Oui, c'est une drôle d'être caritatif, c'est une drôle de façon, mais voilà. À mon sens, ça devient choquant de voir que ces acteurs économiques qui utilisent des procédés déloyaux pour s'accaparer la prise de décision publique, c'est lié à la lutte des classes. Le fait que les pauvres deviennent trop pauvres et les riches deviennent trop riches. Ça leur donne un poids financier, une influence sur la direction qu'on prend au niveau sociétal qui est excessive. Et c'est de nature quand même à nous créer des situations de trouble comme on le voit avec les agriculteurs et avec les autres. Et vous citez quelqu'un que je cite assez souvent, Warren Buffett, qui disait « Mais oui, la lutte des classes a eu lieu, les riches ont gagné. » Oui, c'est ma classe qui l'a lu et qui l'a fait. Et de toute façon, on est en train de gagner. Et d'ailleurs, Warren Buffett, il est bénéficiaire. Hein. C'est le trust Bill et Melinda Gates. Il y a au même titre que Bill Gates. Il y a mis une partie de sa fortune. Ouais. Et donc, à l'occasion de cette crise, le trust auquel il est lié a massivement gagné de l'argent, des dizaines de milliards de dollars. Donc nous expliquer qu'ils sont venus pour sauver la planète, les gens, et pour la philanthropie, moi je veux bien. Mais alors, le plus amusant avec la fondation Bill et Melinda Gates, donc c'est lié à leur trust. Moi je me suis posé la question, et je n'arrive pas vraiment à avoir une réponse définitive, parce que je m'interroge moi-même, mais quand je vois une fondation qui est défiscalisée aux États-Unis, une fondation, activité charitable, oui, ils sont dans le Delaware, ils ne payent pas d'impôts. La fondation, je ne sais plus exactement. Pfizer, oui, c'est le cas. En tout cas, ils sont défiscalisés. Newsward aussi, mais eux ne payent pas d'impôts, c'est une fondation. Alors, quel est l'intérêt pour eux d'avoir des partenaires d'investissement dans les îles Caïmans? Donc, ça m'a rappelé justement un livre que j'avais vu dans un média, que c'était Le Média. J'avais vu le livre de Lionel Astruc qui disait que justement, c'était une arnaque, cette fondation. Ils investissaient dans l'industrie de l'armement, dans la malbouffe. Donc c'était intéressant de voir qu'en fait, on crée une image de charité. Et je me suis demandé, mais tiens, à Wall Street, il doit quand même y avoir des gens, c'est pas très loin de leur bureau, ils devraient quand même avoir la capacité de trouver un partenaire financier qui leur permet de faire des investissements sans devoir les avoir aux îles Caïmans. Pourquoi quelqu'un qui ne doit pas optimiser son impôt va cacher des fonds dans les paradis fiscaux? Moi, c'est une question. J'aimerais quand même bien que la presse, à un moment donné, s'en saisisse. Disons qu'ils ont des partenaires exigeants, mais vous avez tout à fait raison. Non, c'est-à-dire que le problème, c'est aussi un manque d'investigation, là. Et ce qui est terrible dans cette histoire, c'est qu'on a l'impression, c'est vrai, et encore une fois, à vous lire et à lire un certain nombre de gens, d'une espèce de machine qui est bien rodée, qui marche, voilà, aucun problème, elle n'a pas besoin de, je dirais presque d'huile, enfin, elle s'auto-nourrit très très bien. Mais justement, alors, ces agendas 2030, vous en parlez dans votre livre, c'est quoi cet agenda? Enfin, c'est une refonte. En gros, c'est de manière triviale, si je dois le dire de manière assez courte, parce que j'ai dû écrire longuement dessus. C'est plutôt, on a fait un laboratoire en Chine de la gouvernance chinoise avec le Crédit Social, dans le but de l'étudier, d'en faire un modèle de société. Donc c'est global. Voilà, et donc c'est pour ça que vous arrivez à des questions de
transition digitale et verte qui en fait sont un conditionnement des comportements sociaux à l'aide d'outils numériques. Et donc l'idée c'est de dire si on veut créer un gouvernement mondial, qu'est-ce qu'un État ? Un État, votre rapport à l'État, c'est une administration. Hein, donc, qu'est-ce que vous voyez, à part un peu les politiciens à la TV, mais ce qui est à votre contact, c'est l'administration. L'administration fiscale, votre administration locale qui vous donne vos papiers. Et donc, ce qu'ils font, c'est de dire qu'ils vont créer des DPI, donc c'est Digital Public Infrastructure, donc des outils administratifs qui vous permettent de centraliser votre administration. Et alors, on l'a vu à l'occasion du Pass, Stella Kyriakides a donné le EU Digital COVID Certificate à l'OMS. Et donc, en fait, on développe ces outils, on les renvoie à l'ONU. Donc, c'est l'OMS qui... Oui, c'est ça. Parce que là, il y a une composante médicale. Mais l'OMS, c'est une émanation de l'ONU. Et donc, en fait, c'est l'ONU qui récupère ces outils numériques et qui, en fait, veut créer un système de gouvernance qui est, pour nous, centralisé là-bas et qui est, grâce à la digitalisation, qui ne tient pas compte de la distance entre nous, ce qu'ils ont Bill Gates a appelé les global citizens, hein, donc les citoyens concernés par les enjeux mondiaux, et l'administration centralisée qui va définir, dans le cadre de ce nouveau pacte social, comment régir nos vies. En fait, ils ont bien organisé entre les Young Global Leaders, dont notre président et beaucoup d'autres sont membres, pour bien régimenter, ou en tout cas bien surveiller les Global Citizens qu'ils voudraient que nous devenions. Si vous voulez, moi j'ai fait une comparaison avec les services secrets suisses et les services secrets belges en matière de budget. Je suis quand même étonné parce que moi je suis belge, hein, donc eux ils sont en Suisse, et quand je vois qu'ils font ostensiblement et ouvertement de l'infiltration de postes de gouvernance, donc par exemple chez nous on a Alexander De Croo qui est aussi Young Global Leader, on voit qu'il a donné de l'argent public à des lobbies soutenus par le World Economic Forum, donc il y a quand même un conflit d'intérêts qui est quand même vraiment majeur. Oui, et quand j'ai une entité étrangère qui porte atteinte à mon ordre démocratique et institutionnel, normalement, notre loi organique du renseignement voit ça comme une menace qui fait de l'ingérence. Hein. Et donc, je commence à avoir un peu de mal à me dire, ils ont un budget supérieur à nos services de renseignement, ils ont une volonté de mettre à mal notre ordre institutionnel et démocratique, comment on tolère encore ? C'est une interrogation que j'ai, hein. On a l'administrateur général du renseignement, ça pourrait l'intéresser. Mais comment on les laisse infiltrer le pouvoir ? C'est un vrai problème. Et en plus, en Suisse, je l'ai redocumenté, mais ils ont un statut légal qui n'est pas très loin de celui d'un État. Ils sont dispensés de la loi sur l'accès au territoire, ils ne payent pas d'impôts. Le service de renseignement Non, le World Economic Forum. En Suisse, oui. Ils ont quand même... le World Economic Forum. Ils ont un statut qui n'est plus celui d'une ONG. Hein. C'est un quasi-État. Et donc on dit, mais est-ce que c'est logique que ces gens qui sont une puissance étrangère, au final, se permettent de dire ouvertement... Puissance internationale. Nous allons... en tout cas, elle n'est pas belge. Donc quand ils disent « je vais venir infiltrer quelqu'un et décider de la politique locale », c'est contraire à ma constitution. Hein. Mais est-ce qu'au fond, est-ce qu'on est encore loin, enfin on peut l'espérer, est-ce qu'on est encore loin du meilleur des mondes de Huxley ? Je veux dire, est-ce qu'on est déjà... On n'est pas vraiment... Parce que, encore une fois, il y a un certain nombre de gens et... On est un certain nombre, effectivement, à se poser des questions, au moins, si l'on renversait l'ordre ou le désordre établi. Mais est-ce qu'on va vers ça ? C'est-à-dire, il y a incontestablement, tout se passe comme si, une vraie volonté mondiale est d'aller vers ça. Ça, c'est clair. Maintenant, est-ce que vous croyez que ce qui se passe, par exemple, vous voyez, ça se passe aux États-Unis, ailleurs, que ce soit là ou ailleurs des changements de gouvernement, ou des changements de pouvoir, ou des changements... Parce qu'il y a aussi l'action humaine qui, heureusement, joue, le facteur humain. Est-ce que vous croyez, en fait, que on peut retrouver un équilibre entre cette espèce de volonté farouche qu'on voit depuis 40 ans, 50 ans, de bien mondialiser cela et de bien normaliser ça à la chinoise, à la tchèque ou à la russe ou à la hongroise de l'époque, et qu'il peut y avoir quand même des mouvements qui disent non, attendez, au-delà de cette limite, vos tickets les plus valables. Vous savez, c'est des raisonnements à conditions constantes. Donc en fait, quand j'ai eu des cours d'économie politique, on me disait la théorie qu'on présente, elle est vraie, toutes autres choses restant égales. Alors c'est très séduisant comme phrase, parce que, en fait, moi si je dois le redire plus comme un ingénieur, je dirais, dans des conditions qui ne seront jamais rencontrées, le truc est vrai. Voilà. Donc, en fait, ils ont un raisonnement idéologique qui est de dire on va construire notre super belle société où nous contrôlerons la population qui fera ce qu'on lui demande parce qu'elle sera bien gentille. C'est une idée séduisante mais pas réaliste. Ça veut dire que si on met en place un tel système,
la société devient instable, elle devient violente, il y a des contestations, et de croire que par des outils, même en Chine, le crédit social, c'est un outil frustratoire. D'accord ? Ça sert, quand on a quelques réfractaires dans la population, à faire taire les réfractaires. Une fois que 10% de la population commence à être réfractaire, cet outil de frustration enrage les gens. Et donc, on a vu en Chine avec les confinements que même l'État chinois a fini par faire demi-tour. Alors il a dit, on a tout bien fait, mais on va faire l'opposé. D'accord ? Donc ça, c'est le style local dans leur culture locale. Mais chez nous, c'est pareil. Ça veut dire qu'au plus on va devenir totalitaire, contraire à nos valeurs de droits fondamentaux, contraire à la démocratie, au plus la détestation populaire va monter. Et on le voit aujourd'hui. Moi, je vois quand même une désadhésion à l'Union européenne qui vient... qui monte très fortement. Et elle monte grâce à Ursula von der Leyen. Parce que les gens ne supportent plus sa concentration des pouvoirs, le fait qu'on ne se soucie pas du citoyen, on élimine les problèmes, la condition humaine, on s'en fout complètement. Ce qui compte, c'est la décision jupitérienne. Elle n'est pas seule, puissamment aidée. On est bien d'accord, hein, c'est le symbole. Pays, par le consensus. Et elle est soutenue par des lobbies aussi. Donc, elle a des complicités, mais c'est juste qu'elle est emblématique de ce monde. C'est une caricature presque. C'est ça que je pense. Quand on l'appelle son excellence Ursula von der Leyen, parce que c'est un titre... On voit bien qu'elle a un problème d'ego qui est très manifeste. Et d'ailleurs, les lobbies en jouent, parce que vous la mettez à la une du Times, c'est exactement ce qu'elle veut dans la vie. C'est qu'on l'adule, qu'on l'adore. Bon, voilà, c'est un problème personnel. Tout le monde a envie de reconnaissance, et c'est un degré intéressant. Mais non, mais elle, c'est la caricature, mais oui, quelque part, c'est le symbole de ce monde-là. Alors, vous savez, quelque part, sa reconduction, moi, elle m'arrange, parce que si vous devez fédérer des gens contre elle, maintenant c'est super facile, tout le monde la déteste. C'est même admis, je vous dis, par Jean Quatremer. Et si on avait renouvelé la présidence de la Commission européenne, vous n'auriez pas aussi facilement fédéré des gens contre les abus de pouvoir. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'elle représente un très bon symbole contre lequel on Maintenant, a on la connaît, on l'aime. Il n'y a pas beaucoup de gens qui l'aiment, même dans les institutions. Moi, c'est la première chose qui m'a vraiment étonné. C'est de dire, au départ, je me suis dit, bon, vu la plainte que j'ai déposée, c'est à peu près certain que je vais être ostracisé par tout le monde. Et j'ai eu plutôt des soutiens à l'intérieur. Hein. Mais alors, Frédéric Baldan, revenons à ça et revenons à l'avenir, peut-être justement pour un peu conclure à l'avenir, le proche avenir. Parce que vous vous battez effectivement avec Diane Prota, avec beaucoup d'autres, et puis il y a 2 pays, il y a beaucoup d'autres organisations. Vous vous battez pour dire, à un moment donné, ce fonctionnement ne peut pas durer comme ça, ne peut pas perdurer comme ça, et on voit bien à quel prix. Mais en même temps, vous voyez les difficultés, évidemment. Je veux dire que vous êtes évidemment face à vous. Il n'y a pas que oui, bravo, Monsieur Baldan, allez-y, continuez comme ça, etc. Vous êtes optimiste ? Écoutez, déjà, je dirais qu'au niveau des individus, le juge d'instruction est resté indépendant. La police a fait son travail. Alors, certes, il y a des pressions, mais je vois quand même dans toutes ces histoires et tout ce que j'ai pu traverser que des fonctionnaires ont fait leur boulot. Des gens ont refusé de se conformer à ce qu'on leur disait et ont décidé de défendre les droits fondamentaux, de différentes sensibilités politiques, de différents horizons, des plus riches, des plus pauvres. Et donc, quelque part, c'est très encourageant parce que ça nous remonte qu'on peut faire société, ça nous remonte qu'en fait, si on prend les socles de base qui sont les droits fondamentaux de chacun, les libertés individuelles, on peut refédérer des gens. Donc on peut vraiment faire société avec tout le monde. C'est pour ça que je suis assez, même ici en Belgique, quand je vois des journalistes expliquer que des gens qui ont reçu 3 doses de Pfizer sont des anti-vax, c'est déjà intellectuellement assez intéressant. Et ces journalistes généralement... Dit comme ça oui, tout à fait. Donc on m'a dit. Comment on peut dire anti-vax s'ils ont reçu 3 doses de Pfizer ? Ils ne se posent pas la question de savoir s'ils ont été vaccinés ou pas. Donc ils vont dire que ce sont des gens qui militent et donc ils sont anti-vax parce qu'ils sont anti-Pfizer. D'accord, parce qu'ils ont pris telle position, exactement. Ils sont anti-vax. Alors en fait, intellectuellement, c'est même intéressant de dire toutes les victimes d'effets secondaires en général, qui ont perdu des proches ou pas, ont accepté la vaccination sinon elles n'auraient pas d'effets secondaires ou elles n'auraient pas perdu de proches. Et donc elles ne sont pas anti-vax. Donc c'est ça qui est vraiment dur comme étiquette. Et donc le journaliste a plutôt insulté les gens. Donc il y a même eu une mutation de journalisme. Avant, c'était informer les gens, il fallait rester respectueux des personnes. Ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'on informe de moins en moins, on insulte de plus en plus. Et donc, quelque part, c'est une tendance. C'est pour ça que j'ai fait des appels à la presse aussi en disant « Mais est-ce que vous n'arrêteriez pas ? Et pourquoi est-ce que vous n'allez pas voir ces personnes, discuter avec eux, faire société avec eux ? Vous voulez faire quoi ? On ne va pas les enfermer et les euthanasier. Il faudra vivre avec. Alors respectez-les, refaites société avec. » Mais vous savez, les journalistes
c'est comme tous les segments de la population, il y en a d'excellents qui font très bien le boulot, et puis d'autres... Comme les fonctionnaires, je le disais tout à l'heure. Voilà, et d'autres qui sont effectivement plus attachés à un certain nombre de pouvoirs et d'avantages, et on leur dit « faites comme ça ils font, on leur dit de faire hein. ». Ça, c'est pas nouveau. Maintenant, je voudrais finir, il y a quand même quelque chose d'intéressant, encore une fois, enfin dans votre livre et dans ce qui se passe, c'est quand même la liberté reste un objet infracassable. Je veux dire qu'au moment où on dit non, les gens ne veulent pas de liberté, ils sont prêts à sacrifier la liberté au nom de leur sécurité, parce que ça a été ça qui a été joué aussi. Hein. Rappelez-vous, si vous ne vous asseyez pas, si vous restez debout, vous allez attraper le Covid et mourir. C'est vraiment ça, le danger de mort. On est en danger de mort, quoi. Et est-ce que quand même, ce sentiment de liberté, ce besoin de liberté, cette aspiration à la liberté, elle paraît quand même toujours très forte. En tout cas, dans la masse qu'on a constituée ici, donc les 1000 plaignants, on voit que c'est prépondérant chez tout le monde, de tous les horizons. Donc on voit que ces gens sont prêts à se battre pour les droits fondamentaux, ils expriment le fait qu'ils sont là, ils expriment le fait qu'ils veulent le bien commun, parce que, par exemple, ceux qui ont perdu leurs enfants disent « je ne veux pas que ça arrive à quelqu'un d'autre ». Donc ils ne sont pas là pour eux. Les pilotes et hôtesses disent « je veux la sécurité de mes passagers dont je suis responsable ». Et donc on voit quand même qu'il y a un vrai tissu, parce que ce sont des gens qui s'engagent pour les autres. Et la masse vraiment commence à grandir. Moi je vois par exemple tous les messages qu'on a, c'est du soutien positif, c'est de la considération. On n'a pas vraiment d'insultes, hein, j'en vois quasiment pas. Et donc c'est plutôt positif. Ça montre qu'on a une protension positive, qu'on peut refédérer les gens. Donc quelque part ça rend vraiment très optimiste. C'est vrai. Et de voir que, oui, le travail de la justice ne va pas être facile, pour être honnête. Ça va être probablement terrible pour tout le monde. Ça va durer assez longtemps. Mais ce qu'on a déjà montré, d'abord et avant tout, c'est que l'impunité n'existe pas. Elle avait beau être la présidente de la commission, normalement, personne ne devait l'embêter. Et on lui a montré que, peu importe qu'elle soit présidente ou pas, si elle agit contre l'intérêt public, si elle fait des victimes, si des parents perdent leurs enfants, à ce moment-là, elle peut être n'importe qui, nous irons la chercher. Et de manière civilisée, hein, donc on dit, voilà, la justice est là pour ça, on va demander à la justice qu'elle fasse son travail, et donc c'est au cœur de notre action. Alors il y aura là partout des juges bons et honnêtes, il y en aura d'autres peut-être moins, c'est le même corps, il faut le faire, c'est le même corps. Voilà. Je voudrais dire d'ailleurs, c'est très bien ce que vous avez fait en postface, en exergue à la fin, vous avez cité les morts. Pour Maxime, Mélanie, Sophia, Alison, Agathe, Jean-Michel et tous les autres enfants et jeunes qui, victimes de vos actes malhonnêtes, mensonges et fautes, sont aujourd'hui morts-nés, aveugles ou handicapés. Pour Laetitia, les pilotes, les personnels navigants et toutes les femmes victimes dans leur chair et leur intimité. Pour Michel, pour l'honneur, pour nos droits et pour la liberté. Et je vais vous dire, vous finissez votre livre là-dessus. Je crois que c'est... Alors, puisque la chevalerie est au cœur de notre histoire commune, ce n'est donc pas sans une certaine forme de nostalgie que je vous dis à tous, avec honneur, sourire, fraternité, qui même nous suivent. Et je crois qu'on peut dire à tous, chacun battez-vous à votre niveau, à votre statut, à votre terrain, battez-vous la liberté et la santé d'abord. Merci. Merci André.